Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vais vous amener à la rencontre d'un agriculteur très particulier qui a un système de culture réellement du futur. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Pas plus tard qu'hier soir, je regardais La Guerre des Étoiles, l'épisode 5, et en regardant tous ces mecs dans l'espace, je me suis dit, comment ils font pour manger ? Alors ok, Yoda il ramasse des petites racines parce qu'il vit dans son marais dégueulasse, mais les mecs qui vivent dans des planètes farfelues, ils cultivent comment ? Eh bien, ils pourraient faire du maraîchage grâce au système que Jean-Paul va vous faire découvrir. C'est donc un épisode un peu spécial puisqu'on va décortiquer en long, en large et en travers des cultures en système rotatif. Principe de base, avantages, freins pour les développements futurs, rentabilité, on passe tout au crible. Mais tout ça, ça arrive après votre dose hebdomadaire de news. Enjoy! Alors, verrons-nous bientôt un fast-track avec un moteur à hydrogène ? JCB révèle avoir produit son 50e moteur à combustion interne à hydrogène depuis ses chaînes de production. Rappelons que dans un premier temps, JCB avait opté pour les piles à combustible, délivrant même une pelle hydraulique à hydrogène pour le secteur de la construction en 2020. Mais le constructeur était arrivé à la conclusion que les piles à combustible sont trop chères, trop compliquées et pas assez robustes pour les équipements agricoles. Les premières machines JCB équipées d'un moteur à hydrogène n'arriveront pas sur le marché avant probablement 9 à 12 mois. Nous sommes ici dans le sud de la France, tout près de Nîmes, et je vais vous faire découvrir une personne assez étonnante, très innovante. Il s'agit de Pascal Thomas. On l'avait déjà rencontré il y a 4 ans à peu près, au tout début de son projet de culture dans des systèmes rotatifs. Vous allez voir. Salut Pascal. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on s'était vu il y a 3-4 ans déjà, c'était à Nîmes, et là je vois que le projet a beaucoup avancé. En effet, on a essayé de ne pas perdre de temps, mais en effet, énormément progressé. On a développé, compris beaucoup de choses, avancé. Aujourd'hui, nous sommes ici à Tarascon. C'est quoi, c'est un site pilote ? Alors oui, la ferme de Tarascon, c'est un site pilote où on va démontrer en grandeur nature l'étendue des capacités du système que l'on a conçu et qui nous permet d'avoir un vrai démonstrateur, notre ferme témoin, qui permet de vraiment voir comment ça fonctionne. Alors c'est une ferme modulaire en conditions contrôlées. Alors en effet, on a conçu des environnements climatiques. Donc dans une pièce telle que celle dans laquelle on est, on va avoir un climat et puis des plantes que l'on va mettre en culture et qui vont vivre avec ce climat. Ce qui va nous permettre de contrôler bien sûr les températures, hydrométrie, les quantités de nutriments que l'on va distribuer aux plantes pour les mettre dans les meilleures conditions. Ça veut dire que vous avez décomposé tout ce qu'il faut pour une plante, toutes les phases de son cycle, et vous le recréez au mieux. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au laboratoire qu'on avait vu ensemble il y a maintenant 3 ans, on a développé ce qu'on appelle la recette. On a déterminé quelles étaient les meilleures températures, humidité et la meilleure façon de faire pousser une plante. Donc ici, dans la pièce, on a des salades et du basilic. Alors en fait, les roues sont toutes indépendantes, mais elles vont être programmées pour fonctionner ensemble. Donc il y a une indépendance de chacune des roues. Chaque système va avoir une plante, donc des bacs. Il y a 48 bacs par système de culture. Dans chacun des bacs, on va d'abord retrouver du terreau. La première grande particularité, c'est qu'on utilise du terreau. Et donc les plantes vont se retrouver dans un milieu qui est plutôt assez commun pour elles, à savoir un milieu différent d'avoir que de l'eau. On va y ajouter des bactéries et des champignons pour favoriser la pousse, favoriser leur résistance aussi. Et elles vont tourner autour d'une lumière centrale 24 heures sur 24 pour la rotation. Et on va gérer des cycles de jour et nuit pour pouvoir reproduire ce que fait la nature. On est en condition zéro phyto. On est en condition zéro phyto, y compris l'eau qu'on injecte au départ, puisqu'on va filtrer l'eau pour être certain que l'eau que l'on récupère, ici on récupère l'eau de Tarascon, on veut s'assurer qu'elle est zéro phyto. Donc on a toute une station de traitement qui va permettre d'éliminer ça. Et puis après, on injecte uniquement les nutriments qui sont nécessaires. Alors, s'il y a ces installations circulaires avec ces lampes au milieu, c'est aussi parce que vous avez pensé dès le départ à la phase de récolte. Explique-moi. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'on doit répondre à une problématique, c'est nourrir des populations.
la France importe aujourd'hui 50% de ses fruits et légumes. Donc on est extrêmement dépendant, on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui. La France n'a absolument aucune souveraineté puisque si on devait couper les importations, on mangerait la moitié. Donc un des premiers sujets, c'est est-ce que ce que l'on conçoit peut participer à améliorer notre souveraineté. On ne va pas être le seul acteur à travailler sur cette souveraineté, mais ça va être de multiples acteurs et on pense qu'il faut que la chaîne de souveraineté s'améliore en ayant des solutions. Donc c'est déjà la capacité de passer à l'échelle. Pourquoi on veut des tailles de bâtiments comme ici importantes, c'est que si on veut rentrer dans une logique de nourriture pour des populations, il faut être capable de produire beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le premier élément pour nous. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler aussi beaucoup la qualité des produits. On veut sortir des produits phyto, parce que la phyto et les produits phyto sont plutôt nocifs pour la santé humaine, et que la grande concentration en produits phyto, qui est indispensable en agriculture aujourd'hui, c'est très compliqué. Mon père était agriculteur, il a mis de la phyto toute sa vie, il faisait des pommes, donc il faisait ses 25, 26, 28 traitements par an. Il l'a payé avec un Parkinson, hein, donc il sait ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il faut accompagner cette transition, il faut aller vite, mais elle n'est pas si simple. Alors, tu fais du basilic, de la salade. Est-ce qu'il y a d'autres cultures que tu envisages de faire? Alors, on fait énormément de tests au lab. Hein. On mange beaucoup de fraises en ce moment au lab. Parce qu'on a beaucoup de tests sur des fraises. Donc, on a dû ramasser dans les peu de systèmes que l'on a. On a mangé 3-4 kilos de fraises hier. Ce qui est pas commun. Mais on teste des plantes pour de la cosmétique, pour de la pharmacie. On a fait des fleurs, par exemple, qui ont des usages importants dans des domaines pharmaceutiques, par exemple, traitement du cancer. Alors vous allez voir, j'ai posé un certain nombre de questions à Pascal Thomas pour notamment avoir une approche économique et une approche impact carbone. Alors maintenant, je vais te poser quelques contre-arguments. Tout d'abord, sur le plan économique, est-ce que tu es compétitif par rapport à d'autres productions? Alors ça va dépendre des productions. Tout de suite, aujourd'hui, sur des aromatiques, on est compétitif parce qu'on va produire toute l'année. Il ne faut jamais oublier qu'on produit toute l'année. Donc c'est la somme des productions de l'année qu'il faut comparer et pas une production. Donc ça, c'est typiquement, on va faire tous les 21 jours une récolte de basilic. Et ça, c'est donc 21 jours, on arrive à la fin. 28 jours pour faire une récolte de salade. Donc c'est vrai qu'on va, sur la salade, être plutôt dans le haut de la fourchette. Mais regardez ce qui est en train de se passer sur ces marchés-là aujourd'hui. C'est en train d'augmenter très fortement. Alors justement, il faut donner quelques chiffres. Toi, tu connais bien le secteur de la salade. Ça a énormément augmenté. Alors, quand je connais bien le marché de la salade en particulier, j'ai regardé ce qui se passait dans mon ancien pays de cœur qui est le Canada et le Québec, où une caisse de salade est passée, quand j'y étais en 2018, de 38-40 $ la caisse. En ce moment, elle se négocie à 240. Donc, quand on voit que quand un marché a un problème de production, ce qui est le cas en Californie, lié au problème météo, il y a un problème phyto, il y a un problème de production tout bêtement, le prix explose. Chez nous, on a pu voir, le consommateur a pu se rendre compte qu'une salade qu'il achetait couramment 99 centimes, c'est pas rare pour la même salade. Pas une salade bio, qu'une salade classique, conventionnelle, on la trouve à 1,80 € régulièrement. Oui, mais Pascal, tous les gens qui nous regardent se disent mais sur le plan du CO2, ça va à l'inverse de ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est totalement artificiel. Alors, il ne faut pas penser que ce qui se passe à l'extérieur est à zéro CO2. Donc, la première chose, c'est de comparer avec ce qui se passe dehors. Donc, on a fait les calculs. Donc, il y a plein d'éléments aujourd'hui pour être capable de calculer le CO2. Si je prends du basilic, par exemple, produire 1 kg de basilic à l'extérieur en France, ce qui se passe rarement, parce que les conditions climatiques sont rarement suffisamment favorables pour en faire, on en fait un peu. Donc du plein champ aujourd'hui, 1 kg de CO2, c'est 620-630 grammes d'équivalent CO2 pour 1 kg de basilic. Chez nous, on va être à 2 kg. Ce qui se passe, c'est que la France importe à peu près 70-75% de son basilic de pays qui sont Kenya, Israël, Espagne. Basilic, c'est une plante très fragile, donc vous ne la transportez pas en bateau, en camion, en lui donnant une semaine à 15 jours pour venir. Donc ça veut dire qu'elle est transportée par avion. Et là, le kilo de basilic, c'est 55 kg d'équivalent CO2 pour 1 kg de basilic. 75% du basilic que l'on trouve en France vient de ces pays. Oui. Donc aujourd'hui, parce que les conditions climatiques ne sont pas favorables, et donc ça vient de pays dans lesquels les conditions climatiques sont différentes, et donc on importe massivement du CO2. Mais c'est pareil pour la salade. Aujourd'hui, on va importer en France, ça dépend des années, mais entre 150 et 180 000 tonnes de salade par an, sur un marché qui est à peu près à 430 000. Donc c'est quasiment 40%, 30 à 40% qui vient d'étrangers. Elle vient par des moyens de transport qui vont avoir du CO2. L'autre point dont on parle beaucoup, c'est l'eau. Alors, on parle en effet maintenant de l'eau de cette année. C'est malheureusement un point qui existe depuis très longtemps et qu'on n'a pas traité. Mais ce qui se passe, c'est qu'on sera mort avant le CO2
si on n'a pas d'eau. Donc le problème de l'eau est un problème extrêmement critique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille. Quand on va produire, nous, 1 kg de salade, on va mettre 9,6 litres d'eau. Quand on va produire 1 kg de salade en champ, c'est un minimum de 140 litres. Donc vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on va économiser énormément d'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose qui s'économise. Et moins on en consomme, mieux ce sera. Parce que plus elle sera disponible pour soit les autres, y compris les humains. Et la guerre de l'eau va vraiment apparaître, on le voit en ce moment. Et ça, c'est vraiment un sujet. Alors l'agriculture souffre du manque de main-d'œuvre, c'est quelque chose que tu as intégré dès le départ? Alors l'agriculture souffre du manque de main-d'œuvre et je ne vois pas de solution facile. Si vous êtes aujourd'hui à Tarascon, l'été, pour les main-d'œuvre, ce sont des ouvriers qui viennent du Pérou et du Guatemala ou des pays avion. En avion. Et donc, de l'Équateur, parce qu'on a besoin d'emplois saisonniers. Dans une ferme Futura-Gaia, on a besoin d'emplois annuels. Donc les jobs que l'on propose, ce sont des CDI à l'année, et sans avoir besoin forcément de grandes compétences. Donc on embauche des gens qui n'ont pas de compétences, on les forme, et très rapidement ils sont opérationnels. Alors aujourd'hui, ici, c'est un pilote, tu vas le commercialiser de façon beaucoup plus large. Quel est le modèle économique que tu envisages? Alors nous, on a fait un choix assez structurant, qui est de ne pas être des producteurs. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas concurrencer le monde agricole qui lui produit et vend sa production. Nous, on est vendeurs d'infrastructures. Donc on va commercialiser des fermes clés en main. Donc on va proposer à un agriculteur, une coopérative, de leur faire tout le setup, donc d'aller installer l'intégralité des composants hardware, donc du matériel et du logiciel, qui va lui permettre d'opérer une ferme. Et après, on va avoir un deuxième modèle qui va leur dire, une fois que votre ferme est prête à être opérée, on va vous louer le logiciel et les recettes, plus un support agronomique. Ce qui est important, c'est de dire on est dans un modèle agricole différent, adapté à ces systèmes de culture. Donc on va aussi permettre de faire, dans la durée de vie d'une ferme, continuer à aider l'exploitant pour pouvoir tirer le meilleur parti de son installation. Et on peut imaginer que l'agrivoltaïsme peut alimenter aussi la production d'électricité? Il faut à tout prix que l'agrivoltaïsme ou le photovoltaïsme soit un élément majeur là-dedans. On travaille beaucoup avec le CEA sur des projets extrêmement avancés de gestion de l'énergie qui va nous permettre de pouvoir réellement mettre en œuvre une solution énergétique intéressante. D'accord. Et juste pour avoir un ordre d'idée, on est sur des investissements qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros, en millions d'euros? On est dans des investissements en millions d'euros. Le principe, c'est quand on veut aller nourrir des populations, quand on parle de villes, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes chaque fois. Il faut vraiment des volumes qui sont en rapport avec ça. Bon, merci Pascal, félicitations, parce que je vois que depuis 4 ans, ça progressait toujours dans le même axe. Merci d'être venu. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour avec de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube. Et puis bien sûr, comme je vous le dis chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.